discuter de la mise à jour de la situation épidémiologique. Cela c'est représenté par Mme Karine Alemoka de Africa CDC. Et aussi, nous allons parler des cas d'infection COVID-19 chez les personnels soignants. On va faire une petite revue de la PCI, donc prévention et contrôle des infections, et des stratégies ciblées sur le changement de comportement. Et le docteur Valérie Kazadi, un habitué de cette plateforme, va présenter sur ce sujet-là. Ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses. Et le docteur Nafissa d'Africa CDC va diriger cette séance-là, mais aussi tout le panel participera à l'échange questions-réponses. Et à la fin, on va clôturer à la marque d'1h30 après le début de ce webinaire. Donc, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue. Docteur Valérie, s'il vous plaît, commencez parce que Madame Karine n'est pas joignable jusque-là. Bienvenue. OK, merci. Je vais essayer de partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. OK, maintenant c'est bon. It's coming. Oui, vas-y. OK, merci. OK. Est-ce que ma présentation est visible? Oui, tout à fait. Oui, oui. Slideshow. Vous l'avez maintenant, slideshow? Affirmatif. Oui, oui. OK, chers collègues, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. J'aimerais dire que probablement beaucoup de choses dont je vais parler sont des choses qui sont déjà connues. Mais j'ai préféré d'abord asseoir la théorie et m'assurer parce que je ne sais pas si antérieurement, il y a ceci qui a déjà été présenté. Et à chaque niveau, je vais associer de façon pratique ce que nous faisons. Je vais expliquer chaque chose et en donnant des explications pratiques. La théorie, quand on fait la revue, comme il a été dit tout à l'heure par professeur Andy, donc j'ai fait la revue des mesures IPC et je donne les illustrations que nous avons faites sur terrain. Donc, ici, nous allons parler du personnel de santé positif au COVID-19 et nous allons faire une revue de PCI et les quelques stratégies ciblées qui ont été prises pour permettre à ce qu'il y ait un changement de comportement. Et ceci est très important. Nous allons essayer de pouvoir travailler sur ça ensemble parce que c'est une contribution avec tous les panélistes que nous avons. Alors, tout de suite là, disons que la PCI, telle que nous savons, son objectif principal, protéger le personnel, protéger le patient, qui est la priorité tout d'abord, mais aussi la communauté. Alors, les objectifs, comment est-ce que nous allons choisir les interventions PCI pour protéger le personnel de santé? Ici, c'est un problème de terrain. Comment arriver à faire changer le comportement du personnel de santé afin de se protéger lui-même, de protéger les malades et de protéger la communauté? Parce que je précise que la transmission ou bien l'infection qu'un personnel de santé a, il peut l'avoir eu dans la communauté et il la ramène au niveau de la formation sanitaire et les autres sont pris aussi dans le cycle d'infection. Il est aussi normal pour l'instant de noter qu'elle peut partir de l'hôpital, de la formation de santé, pour se répandre auprès des autres personnels qui sont là et aller dans la communauté. D'où il y aura une combinaison de choses qui vont intéresser la communauté et intéresser aussi la formation sanitaire. Et la connaissance que les gens ont en général, comparée aux actes qu'ils posent, il y a souvent un fossé. C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est très vite. J'aimerais parler de l'introduction de la science à mise en œuvre, parler aussi de façon très normale un aperçu sur les stratégies scientifiques mises en œuvre pour essayer de pouvoir promouvoir ces pratiques qui sont fondées. C'est ce que je dis que les pratiques scientifiques que nous allons faire sont fondées sur cette théorie et une conception des interventions et de cette façon pratique, comment est-ce que nous allons faire une intervention qui a été conçue pour arriver à ce que nous puissions changer. Avec votre autorisation, je ferai une combinaison d'un tout petit peu de ce qui s'est fait
dans Ebola, avec ce qui s'est fait, avec ce qui se fait aussi dans COVID-19, d'autant plus que toutes deux sont des infections et nous appliquons les mesures préventives qui sont semblables à un point donné, du point de vue de précaution standard, mais du point de vue des précautions additionnelles, c'est la précaution contact qui leur est commune et nous allons prendre la transmission par gouttelette, celle-là qui est connue pour COVID-19, et rajouter aussi un tout petit peu ce que nous avons par rapport aux procédures génératrices d'aérosols. J'ai préféré dresser ce tableau pour que nous puissions comprendre que nos interventions vont aussi se faire en fonction de ce que nous avons. Nous ajouterons aussi les mesures administratives qui sont très importantes et les mesures environnementales. Ceci est très important. Là, c'est dans les illustrations que nous allons donner cela. Très rapidement, nous disons que cette science de mise en œuvre va pouvoir utiliser ce que nous appelons la méthode ou bien la stratégie multimodale. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Donc, la science de mise en œuvre, d'implémentation, comment est-ce que nous avons pu implémenter les mesures que nous avons prises pour pouvoir réduire les infections ou pour pouvoir protéger. Ici, elle va pouvoir intégrer tout ce que nous avons comme connaissances scientifiques ensemble avec tout ce qu'il y a, donc connaissances scientifiques basées sur la recherche, bien sûr, en nous donnant ici des pratiques basées sur les évidences, ensemble avec les moyens que nous avons. Les moyens peuvent être financiers, les moyens peuvent être matériels pour pouvoir les combiner. Et cela va essayer de nous aider à relier le savoir et le faire. Mais il y a souvent un écart, comme j'ai dit, entre le savoir et le faire. Alors, nous devons tirer très attention par rapport à ça, comment est-ce que nous allons rallier. Les théories sont données, mais comment est-ce que nous allons mettre ça en pratique? D'où c'est très important, la science de mise en œuvre, que nous puissions ainsi donc le savoir. Oui, ces pratiques sont des pratiques consciencieuses et nous allons prendre les meilleures données probantes, ce qui a marché, qui a été prouvé scientifiquement que ça a marché pour que nous puissions avancer. Ça peut être au niveau de l'hygiène des mains et vous allez voir l'hygiène des mains va rentrer très fréquemment au niveau de la gestion des déchets ou même au niveau du dépistage. Le dépistage qui peut être à l'entrée de la formation sanitaire ou le dépistage qui peut être à l'intérieur, qui va continuer lorsqu'un patient est déjà hospitalisé avec la prise de température 2 fois par jour. C'est des choses que nous connaissons. J'ai préféré revenir là-dessus pour que nous puissions asseoir nos connaissances parce qu'il n'y aura rien de nouveau, mais c'est la manière de pouvoir implémenter qui pose problème. Ainsi donc, dans la stratégie multimodale, nous avons à éduquer le personnel. Nous allons faire des formations. Et dans la gestion de la qualité, c'est très important que nous puissions rentrer en regardant avec les indicateurs de performance pour regarder est-ce que les choses se sont améliorées. Est-ce que nous allons faire aussi cette planification? Nous pensons faire quelque chose pour changer. Nous concevons quelque chose dans la tête, nous mettons sur papier et nous allons l'enseigner. Nous allons aussi le vérifier. Et après l'avoir vérifié, est-ce que ça marche, est-ce que ça n'a pas marché, nous allons aussi vendre cela et après les gens vont pouvoir vivre et adopter. Et la restructuration que vous avez, elle peut être une restructuration qui peut être aussi du point de vue de l'infrastructure. Notamment, quand vous voyez, nous mettons le triage à l'entrée, nous modifions déjà l'infrastructure. Et toutes ces choses demandent à ce que nous puissions appuyer avec les finances. Mais pour réussir cela, il faut aussi des politiques qui soutiennent. Je précise qu'il y a beaucoup de variantes par rapport aux différents pays. Il y a des pays où les politiques sont très assises. Et dans ces politiques, vous avez les procédures opératoires, les procédures opératoires standards, Standard Operational Procedures. Vous avez aussi les lignes directrices qui permettent aux gens de pouvoir appliquer telle ou telle autre chose. Et c'est parmi des éléments essentiels qui nous permettent de pouvoir mettre et stimuler à différents niveaux nos interventions. Donc, voyez-vous, ce n'est pas une seule intervention qui va réussir. C'est mettre à éduquer le personnel, on donne les enseignements, on fait juste un briefing là-bas et puis on s'assied. Ça ne va pas réussir. Et nous allons montrer comment est-ce que ces choses réussissent quand vous accompagnez les gens. Et très rapidement, voilà comment est-ce que quand nous avons fait notre mise en œuvre de la stratégie ou des stratégies que nous avons combinées, qu'allons-nous avoir très rapidement? Pour mettre en œuvre une stratégie ou mettre des mesures, il faut penser à leur acceptabilité. Est-ce que les gens acceptent ça? Mais est-ce que c'est faisable? À un moment donné, on a vu les gens qui disaient nous allons pouvoir distribuer les tailles VEC. Ça veut dire que vous avez cet équipement de protection individuelle dont les personnes s'habillent complètement de la tête jusqu'aux pieds et que nous allons distribuer partout.
Mais est-ce que cela est faisable? Un seul taille-vec là coûte 150 $ ou 120 $ par pièce. Allons-nous réussir ça? Mais est-ce que d'abord c'est basé sur les évidences par rapport au coronavirus? Donc, c'est des choses assez importantes que nous devons mettre en place pour que nous puissions essayer d'avancer et de réfléchir là-dessus. Est-ce que ça sera durable, la durabilité de ce que nous faisons? Est-ce que ça va pénétrer dans les gens? Est-ce que ça va pénétrer dans la communauté? Est-ce que ça va pénétrer dans les formations sanitaires? Cela est très important que nous puissions le savoir et que nous puissions avancer. La fidélité, les gens vont-ils s'attacher à ça? Il faut trouver des choses qui sont faisables, auxquelles les gens vont s'attacher. Le coût va pouvoir intervenir là-dedans et l'adoption de ça pour que les personnes puissent s'approprier. Ça, c'est au niveau de ce que nous pensons mettre en œuvre. Et puis, au niveau du service, quand nous allons faire, il faut qu'il y ait une efficacité. On voit que ce que nous visons, on l'a atteint parce que ça a été effectif. Ça produit des effets. Est-ce que ça a mis les gens dans la sécurité? Ça, c'est très important. Et il faut que tout le monde y ait accès. Il ne faudrait pas que ce soit une chose qui soit taillée sur mesure. Ça sera très difficile à être appliqué. Mais ça sera orienté suivant le besoin que nous avons. Et beaucoup plus centré aussi sur le patient parce que ce que nous faisons a beaucoup plus intérêt à sécuriser le patient. Et cliniquement parlant, est-ce que ça a donné une satisfaction? Est-ce que la fonction chez le malade, là, ça a dû évoluer? Est-ce que la symptomatologie a dû évoluer? Et ici, vous pouvez avoir aussi chez le personnel de santé pour que nous puissions essayer de pouvoir rendre effectif cela. J'ai essayé de détailler un tout petit peu ce petit tableau pour que nous puissions en être conscients. Alors, parlons un peu de ce cadre scientifique où nous mettons en œuvre, parce que c'est des choses pratiques que nous devons faire. Et ici, je vais donner chaque illustration pour que nous puissions comprendre. Je rappelle, à l'intention de tout le monde, que nous avons eu les infections du personnel de santé. Parmi les mesures de contrôle que nous mettons, le port des équipements de protection individuelle ne se trouve qu'au bas de la pyramide. Donc, c'est parmi les dernières des mesures auxquelles il faudra recourir, mais par rapport à l'ordre d'importance et d'efficacité. Donc, il y en a d'autres qui précèdent. C'est très important que nous puissions savoir ça. Alors, les évidences telles que nous voyons, nous partons de gauche jusqu'à la droite, nous voyons tout de suite que nous avons les précautions standards, nous avons les précautions additionnelles, nous avons les mesures administratives. Ces choses ont été prouvées. Mais ça a été prouvé scientifiquement que c'est des choses qui ont des effets. Les mesures administratives, j'aimerais tout de suite expliquer ça parce que les standards et les additionnels, on les connaît. Mais par rapport aux mesures administratives, nous pouvons nous dire que nous allons pouvoir changer notre personnel. Par exemple, celui-ci va travailler de telle heure à telle heure, changer de poste et on fait une répartition dans le temps pour que, par exemple, au triage, il y ait suffisamment, ou il y ait quelqu'un qui soit là en permanence pour trier et orienter les gens. Voyez-vous, un infirmier, une infirmière, un agent peut travailler de 8 heures à 12 heures et un autre peut travailler en ce moment-là de 12 heures jusqu'à 16 heures. Et cela nous permet de pouvoir balancer un tout petit peu. Les mamans qui viennent pour une consultation, par exemple aussi le personnel, on sait très bien que durant ce temps, on a beaucoup de malades qui vont arriver. On peut au téléphone, on se dit non, on va donner des rendez-vous sur base téléphonique par rapport à la gravité des cas. Un patient, par exemple, qui se retrouverait, je prends seulement dans le cadre de la dentisterie, un patient COVID-19 qui doit venir pour consulter afin que vous puissiez lui faire un dentier. Le dentier n'est pas une urgence, ça peut attendre sa guérison pour pouvoir travailler sur lui. Un peut venir pour une extraction dentaire, mais une dent qui ne le dérange pas. C'est tout à fait différent. Et vous allez vous dire, vous choisissez les choses qui sont électives et les urgences, de façon à ce que vous puissiez différer ça dans le temps. C'est des choses qui ont été faites pratiquement comme ça. On diminue le poids par rapport aux malades, par rapport au personnel qui est déjà en nombre limité. Il ne va pas être dépassé et surchargé. Ceci n'est pas la théorie, c'est ce que nous avons fait en pratique. Il y a des rendez-vous téléphoniques, mais sans faire souffrir les services qui sont courants. Par exemple, un patient qui est HIV positif, il faut le suivre par rapport à ceci et à cela, faire des examens de bilan sanguin et autres. On peut se dire, bon, il peut d'abord suivre son traitement normal, à moins qu'il y ait quelque chose de tout à fait anormal qui surviendrait, on le fait revenir. Alors, nous allons faire toutes ces mesures. Nous allons maintenant, par rapport à l'implémentation des stratégies, nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé de la restructuration de la gestion qualité des politiques de finances et la planification. Ces choses sont combinées. Parce que si vous prenez seulement une seule mesure, elle ne va pas marcher. Je dis du point de vue pratique ce que nous avons fait. Et ceci, dans COVID-19, ça se fait aussi. Alors, les résultats que nous avons.
Ça pénètre les individus, ça pénètre la pensée des gens. Les gens adoptent cela, la faisabilité, l'acceptabilité et que ce soit des mesures qui soient appropriées. Et au niveau du service, j'ai dit ici, du point de vue du service que nous avons fait, nous avons une efficacité, il y a une sécurité qui est assurée et pour le personnel et pour les patients. Et cela va s'étendre aussi au niveau donc des communautés. L'équité, j'ai dit que tout le monde, on devra faire pour que tout le monde puisse avoir donc accès à ça et qu'on ait une rapidité. On ne va pas bloquer le travail parce qu'on est en train de mettre des mesures. On essaie de rendre cela pour que le service reste coulant, pour qu'il reste rapide et on ne va pas pouvoir bloquer parce qu'on a mis trop de procédures afin de pouvoir permettre aux gens d'être soulagés. Et on obtient une satisfaction du point de vue clinique, là-bas pas critical mais clinique. On a à ce moment-là une satisfaction du point de vue aussi fonctionnel. La santé du malade s'améliore, sa symptomatologie s'améliore. Ça peut aussi être même le personnel de santé. Alors, tout donc au suivant, pour ne pas dire que cette stratégie ici, elle a été empruntée de ce que nous faisons par rapport à l'hygiène des mains. Allons juste au niveau de ce qui est au milieu. J'aimerais que nous puissions nous concentrer là-dessus. Le changement du système par rapport à l'hygiène des mains. Et ça, suivons très bien. Précaution standard, hein? Et c'est la plus grande, c'est celle qui pèse le plus. Coronavirus se transmet par quelle voie? Coronavirus va se transmettre par voie des gouttelettes, aussi par voie de contact direct ou indirect. On met à côté d'abord les procédures qui sont génératrices. Qu'est-ce qu'on se dit? La personne va porter le masque et on sait très bien que déjà d'autres mesures qu'on a déjà mis des triages sont là, mais déjà on dit on veut changer le système par rapport à l'hygiène des mains. Vous vous rendrez compte, non seulement Ebola a dû améliorer que les gens puissent pouvoir faire l'hygiène des mains, mais aussi au niveau de la COVID-19, cela a poussé beaucoup de gens à faire ça. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons conçu, il faudrait qu'il y ait des stations d'hygiène des mains qui sont posées. Quand on n'a pas des bassins, des lavabos qui sont prévus de façon, dans la construction même, on peut en faire d'autres avec des seaux Charlotte et autres que nous faisons d'habitude là, des seaux en plastique, on met un robinet et on approvisionne en eau. Et ici, on peut mettre le produit, le gel hydroalcoolique au lieu des soins. Regardez déjà à ce niveau-ci, nous allons essayer de nous battre pour changer le système. Dans le changement du système, on donne l'accès à l'eau courante. Si elle n'est pas là, on peut approvisionner en tank, ça existe. Les gens viennent, ils puisent et puis ils vont mettre dans des réservoirs pour utiliser cela. Nous ajoutons à cela l'éducation. Cette éducation, c'est que nous allons pouvoir nous mettre à donner la théorie couplée aux exercices, à la pratique, pour que les gens puissent maîtriser cette technique ici. Et quand on enseigne ceci, les gens vont prendre goût à cela parce qu'ils voient aussi la technique qui est très spéciale. Quand vous utilisez le gel hydroalcoolique, ça va plus vite. Quand vous allez mettre, et nous l'avons fait, à Butembo par exemple, quand vous avez mis la solution hydroalcoolique, les gens vont aller vite vers la solution hydroalcoolique. Quand vous allez mettre la solution hydroalcoolique, l'eau, le chlore, les gens vont choisir la solution hydroalcoolique. Elle est rapide, ça fait peu de temps. Le chlore, les gens ne supportent pas l'odeur. Mais mettez l'eau savonneuse, mettez aussi le chlore. Vite, les gens vont aller au chlore parce que c'est plus rapide. Ils n'ont pas besoin de pouvoir mettre trop de mousse et commencer à enlever. Voyez-vous la manière dont ça marchait? Du coup, ça va susciter, et dans la population, et chez le personnel de santé, une modification de comportement parce qu'ils vont courir vers des choses qui sont plus faciles à faire ou rapides. Mais disons que quand vous n'avez pas l'accès à tous ceux-là qui sont rapides, vous allez utiliser l'eau et le savon. Parce que dans tous les cas, quand les mains sont souillées, visiblement, il faudrait utiliser l'eau et le savon. Nous faisons les formations et puis nous évaluons. Nous allons voir, par exemple, nous dire, mais ici, dans la formation sanitaire, quand nous venons, nous allons évaluer pour voir, est-ce que ce personnel qui est ici, est-ce qu'il est compliant, est-ce qu'il adhère à ce que nous faisons, est-ce qu'il suit ce que nous faisons? La catégorie des infirmiers va être évaluée, la catégorie des médecins va être évaluée, puis on ramène les résultats. On trouve que les infirmières font beaucoup plus l'hygiène des mains et respectent les 5 moments d'hygiène des mains qui sont à côté par rapport aux médecins. Et puis, on va pouvoir programmer une formation pour remettre à niveau les gens et les interpeller après avoir fait une restitution des résultats. C'est des choses pratiques qu'il faut faire et ça existe un engagement. Et puis des rappels et des incitatifs au lieu de travail. Les rappels visuels, nous mettons les affiches, les posters, cela rappelle aux gens quand ils voient, il a oublié la technique, il peut revenir là-dessus. Les 5 moments sont là, on les a mis au niveau des stations de soins, les personnes se souviennent de ça. Très important, c'est du point de vue pratique. Et ça améliore aussi
ça diminue le risque d'exposition du personnel au coronavirus. On a vu les chiffres diminuer. Les gens peuvent se poser, mais pourquoi tu ne nous montres pas les chiffres? Il y a des chiffres qui existent, il y a des chiffres qui sont assez biaisés, mais on a vu en général une évolution et une diminution des cas. Mais beaucoup de pays gardent leurs données très sensibles et ne les partagent pas. Mais néanmoins, on les a par rapport à avoir l'autorisation de partager, parce que c'est très important, c'est des données qui viennent des pays, mais nous pouvons toujours revenir là-dessus en partageant. C'est effectif, ça se voit. Et ces rappels incitatifs au niveau du travail, nous pouvons aussi commencer à primer les gens en disant on leur donne des médailles. On évite des rappels qui sont ceux-là qui engagent de l'argent ou vous récompensez les gens par l'argent. Le jour où il n'y aura pas d'argent, ils ne vont pas faire. Et ici, ça va changer la culture de l'institution vers la sécurité. Les gens se protègent davantage. Tout le monde fait l'hygiène des mains. À l'entrée, vous avez le triage et tout le monde fait cela. Nous changeons déjà la structure de la chose. On va alors continuer tout de suite après avoir expliqué cela. Donc, l'hygiène des mains, une pratique sur les bases évidentes. Et en ce moment-là, nous allons continuer avec, on ajoute toute cette méthodologie multimodale, cette stratégie, et la stratégie est mise en œuvre. On va pouvoir restructurer, je vous ai dit, nous allons mettre des stations d'hygiène de main, il y aura tout un tas de choses qu'il faudra faire. On fait une planification et on fait l'éducation, la gestion de la qualité, et je vous ai dit, on va avoir des indicateurs qui vont permettre aux gens de suivre et tout cela. Et la communication et l'éducation nous permettent d'avoir en ce moment-là de bons résultats. Et ça va pénétrer les gens. Les gens vont pouvoir s'améliorer et on va diminuer la symptomatologie. De la même façon, le port du masque, on fait exactement la même chose pour diminuer la transmission. La distanciation physique, elle a prouvé à suffisance ses preuves et elle aussi, nous la mettons. Stratégie, avec stratégie multimodale, on essaie d'avancer. Voici donc de nouveau un petit résumé pour montrer ce que nous faisons, mais on va expliquer d'autres choses par rapport aux politiques parce que c'est important, par rapport aux finances parce que c'est important. Les variantes existent pays par pays. Donc ici, nous élaborons, nous avons mis des matériels. Il y a des brochures qui existent. Nous avons mis ce que nous appelons les guidelines, nous avons les SOP, et puis nous allons faire des sessions de formation. Et les éducations par pair sont très importantes. Ça veut dire que vous avez, quand le point focal est là, le point focal aide, mais il entraîne aussi d'autres gens de façon à ce que nous puissions avoir des champions quand il n'est pas là. Et puis le champion va pouvoir appuyer. Quand le champion n'est pas là, les autres du personnel qui ont dû adhérer à ça vont pouvoir faire le travail. On va former et influencer les parties prenantes. Il y a un document qui est sorti sur le leadership par rapport à PCI que nous devons partager. C'est très important. J'insiste sur l'éducation parce que nous devons être des personnes qui donnent l'exemple. Vous allez voir, nous portons le masque, mais nous sortons avec ce masque-là, avec le nez qui est surnageant au-dessus du rebord supérieur du masque. Le nez est en dehors. Mais PCI, nous disons que le masque, il couvre quoi? La bouche et le nez. Mais si le nez est surnageant, toi qui vas faire une supervision, toi qui es personnel de santé qui porte un masque avec le nez qui est surnageant, comment un voisin pourrait-il changer de comportement? J'insiste là-dessus, c'est des choses pratiques que nous faisons et nous faisons des rappels très régulièrement. Alors, pour la qualité, nous allons organiser des systèmes de contrôle de qualité et ça existe dans beaucoup de pays. Les gens passent. Regardez un superviseur PCI qui est dans une aire de santé. Quand il passe régulièrement, il va organiser des systèmes où il passe et il a un papier où il évalue. Il y a des gens qui font des audits par rapport aux agents de santé, par rapport à l'ensemble de l'hôpital. Et on va pouvoir évaluer si notre pratique que nous avons mise a réussi, oui ou non. Et il faudra la rediriger. Et on va pouvoir faire un effort pour qu'on ait des données. Je dis que quand on n'a pas les données, c'est difficile de faire des publications. Mais aussi, c'est difficile de faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds. J'insiste ici, je mets en rouge pour dire les gens d'assurance qualité. Le département du travail ou le ministère du Travail vont être sur le dos dans certains pays. Ils sont très forts. Ils viennent vérifier si vous qui employez les gens dans votre formation médicale, vous respectez les normes et que vous protégez les travailleurs qui sont là. Et vous connaissez par exemple ceux-là qui sont à l'étranger, le rôle des syndicats. Vous avez des syndicats qui agissent et vous devez agir avec beaucoup de précautions parce que ça peut rapporter beaucoup d'argent au tribunal. Et vite, là, dans la planification, nous allons sélectionner, nous avons sélectionné des stratégies. Comme vous avez vu, par rapport à l'intervention que nous devons mener et par rapport aux résultats que nous devons obtenir, nous développons un plan. Ce n'est pas de la théorie. Et ce plan-là de mise en œuvre, nous allons essayer de le mettre étape par étape. Ce qu'on appelle les stepwise approach.
Donc, une approche au pas à pas qui nous permet de pouvoir mettre. Et pour construire l'adhésion des gens, vous menez des discussions avec eux, on parle avec le personnel. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas les masques? Quelle est la difficulté que vous avez, par exemple, pour pouvoir arriver à faire l'hygiène des mains? Et on va initier le leadership et amener des gens qui vont pouvoir piloter ce travail ici et établir en ce moment-là des relations aussi avec des partenaires. C'est très important. Vous allez voir le rôle des partenaires quand nous allons entrer dans les finances, dans les pays où nous avons des ressources qui sont très limitées. Alors, ici, dans la restructuration, on va réviser le rôle du personnel. Je vous ai fait voir ça. On peut changer, on fait des rotations, on peut développer aussi des équipes cliniques, on peut aussi changer des systèmes d'enregistrement, comme vous le savez. On récolte les données, il y a maintenant un registre qui est là, et les gens sont en train de récolter les données, et même un registre avec le personnel de santé pour voir qui est-ce qui ont été à plus grand risque, qui est-ce qui ont été à moindre risque. Je spécifie ici. En Afrique du Sud, il existe par exemple une évaluation de tous les personnels de santé que vous devez faire dans votre formation sanitaire pour savoir tel ou tel autre se retrouve-t-il à risque. Avec les gens avec des comorbidités, vous êtes un personnel soignant avec des comorbidités, vous êtes à un risque plus élevé par rapport à celui-là qui n'a pas les comorbidités. Et en ce moment-là, on peut repositionner ce travailleur à un lieu où il n'est pas plus exposé. Ça permet de pouvoir modifier beaucoup de choses dans la modification des structures physiques. Vous savez bien, la mise en place des triages, la mise en place des stations d'hygiène des mains, mais aussi on peut mettre des fenêtres pour ventiler davantage une salle et rendre la salle d'attente, plutôt qu'elle soit à l'intérieur, on la met dehors, on peut construire en ce moment-là un hangar où les gens vont se mettre, c'est plus aéré. Très rapidement dans les finances, c'est ici que j'insiste, j'avais déjà parlé de ceci. Attention, ici, la médecine légale intervient. Elle peut aller faire pression, elle peut agir avec les syndicats ou les partenaires qui peuvent appuyer aussi de façon à amener des finances pour que le gouvernement ou l'institution puisse protéger davantage. Donc, les moyens financiers sont requis dans nos pays à ressources limitées. Et à ressources bas, vous voyez bien beaucoup de partenaires qui viennent intervenir. Il faut définir ce que vous voulez faire pour que les gens puissent vous soutenir. Et dans les politiques, j'ai dit l'élaboration des TDR. Et très concrètement, quand vous avez défini les termes de référence pour un individu, les termes de référence pour un infirmier, il connaît ce qu'il doit faire comme activité. Cela est très important pour lui. Et les procédures d'opération standard que vous donnez aussi permettent à ce qu'il puisse suivre. Ça diminue les infections parce qu'il connaît comment faire telle chose. Moi, par exemple, quand je dois faire une injection, vous n'allez pas vous mettre des kilomètres pour faire une injection sur un patient. Vous devez l'approcher. Mais quand vous l'approchez, vous savez que vous devez mettre votre masque. Vous savez que vous avez fait l'hygiène des mains. Vous avez fini de faire votre injection. Vous savez que vous devez faire aussi l'hygiène des mains. Vous savez aussi quand est-ce qu'il faut faire le port des gants. Donc, l'engagement politique est très important ici de tous et de chacun. Très rapidement, les stratégies que nous voyons ici, ce sont des stratégies. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre, mais ne manquez pas d'avoir l'éducation là-dedans quand vous choisissez des stratégies. L'éducation doit toujours être là-dedans. Et l'éducation seule ne peut pas marcher. Alors, je vais donner très vite ce que nous avons fait par rapport, et pour chaque élément, je donne des exemples pratiques. Alors, avant de pouvoir faire une intervention, quels sont les défis auxquels vous faites face? Vous passez en revue tous les outils, vous avez évalué une formation sanitaire, vous avez fait avec une grille de pointage où vous avez mis ça, ça existe, ça n'existe pas, ça, il faudra avoir. Et maintenant, qu'avez-vous fait pour pouvoir lever le défi? Je donne seulement un exemple simple. On dit qu'il faudra porter le masque N95 pour pouvoir se protéger, que tout le personnel puisse avoir ça. On a trouvé ça comme discussion. On a dit non. Le N95 va se porter principalement quand nous avons les procédures génératrices d'aérosols. Nous avons dit nous allons pouvoir faire la promotion du masque. Et nous faisons voir aux gens l'importance de pouvoir porter les masques. Et en ce moment-là, nous essayons de pouvoir nous rassurer qu'il y a de l'argent pour qu'on puisse acheter les masques. Parce qu'ils ne vont pas porter les masques en tissu quand ils sont en formation. Je parle du personnel de santé, hein, quand ils sont à l'hôpital. Et on va essayer de pouvoir disponibiliser tout ça, les consommables. Alors, y a-t-il un problème d'infrastructure par rapport à ça? L'endroit, ils doivent entreposer. L'endroit, ils doivent conserver. Oui, oui. En ce moment-là, on peut donner une armoire qui leur permet de pouvoir garder ça de façon sécure. Quel est le moral des agents quand ils portent les masques? Ah, mais il y en a qui se sentent étouffés. Vous leur posez des questions concrètes. Est-ce que vous vous sentez étouffé? Pendant combien de temps?
Et rappelez-vous qu'on fait le fit test là-dedans. Le fit test, c'est le test de convenance ou bien vous le mettez et que la personne le porte. Et pendant combien de temps est-ce qu'il supporte ça? Ce n'est pas seulement qu'il le contient bien, qu'il est étanche, le test d'étanchéité, voilà, qu'il est étanche, mais aussi il faut savoir est-ce que la personne arrive à pouvoir supporter le masque. Et il faudra le faire et suivre le personnel pour pouvoir voir comment il faudra l'aider. Maintenant, comment? Ici, nous allons prendre un engagement administratif et des politiques fortes en faveur de ce changement. On se dit non, vous ne pouvez pas entrer dans la formation médicale, vous-même si vous êtes personnel de santé, sans faire l'hygiène des mains, sans avoir votre masque. Quand vous êtes au lieu de travail, vous devez porter votre masque. Et dans le changement de comportement, même quand vous allez, il a été relevé que lorsque les gens prennent leur pause café, ils se retrouvent avec cette familiarité qu'ils sont ensemble, ils vont enlever les masques, ils vont diminuer la distanciation physique et ils vont s'exposer. Mais nous disons, l'engagement politique dit non, non. Maintenant, du point de vue administratif, on combine. Pour entrer au cafétéria, nous avons besoin de 3-4 personnes seulement, pas plus. Quand les autres sont sortis, un autre peut entrer. On fait des tours de rotation comme ça pour permettre de pouvoir changer le comportement des gens qui sont là-bas. Et on dit non, on ne veut pas vous voir, ne pas respecter. À ce moment-là, dans la salle, le cafétéria, on va pouvoir mettre justement des sièges qui sont assez distancés. S'il y avait des chaises, un banc, on va pouvoir mettre des croix et des marques pour dire ne pas s'asseoir ici, ne pas s'asseoir ici, ne pas s'asseoir ici. Parce qu'on avait trouvé que c'est en partageant le café que les gens sont en train de s'infecter. En prenant le même transport pour rentrer à la maison ou pour récupérer une collègue, un collègue, on va pouvoir s'infecter. On explique aux gens, ils vont changer leur comportement. Désormais, mettez ça. Et comment à ce moment-là, on va faire les opérations au niveau des formations sanitaires par rapport au premier cas que nous avons eu et quand les gens se présentent au niveau des installations et quand moi-même je suis positif. Quand on a les cas qui sont positifs, on va expliquer plus loin les outils qu'on utilise qui ont permis de pouvoir faire des enquêtes profondes afin de pouvoir changer le comportement. Eh bien, dans ces considérations ici par rapport aux interventions qu'allons-nous dire, vous allez commencer par 1 ou 2 défis par rapport au COVID-19. Si vous embrassez tout, vous allez mal étreindre. Alors, vous rassemblez aussi des joueurs qui vont jouer dans cette équipe pour vous aider de pouvoir avancer. Vous développez une courte liste de stratégies qui sont réalisables et ces stratégies-là vont pouvoir inclure toujours la stratégie éducative, je vous l'ai dit. C'est très important. Vous identifiez aussi d'autres stratégies qui peuvent marcher ensemble avec celle-là. Et en ce moment-là, vous pouvez, en ce moment-là, essayer d'appliquer toutes ces stratégies au point 7 par là. Donc, dans un groupe, examiner, voir quelle est la stratégie qui a marché, est-ce que c'est censé, et ça permet de pouvoir relever le défi. Et vous commencez à réfléchir sur la manière de pouvoir maintenant appliquer ces stratégies qui ont été sélectionnées. La communication est très importante. Ici, le leadership est aussi de mise. Et évaluer si nous avons eu des améliorations ou pas, et en ce moment-là, on avance. Ici, conception de l'intervention. Très rapidement, nous avons, par exemple, pour le dépistage, vous savez très bien que nous allons dépister à l'entrée, nous allons aussi dépister à l'intérieur. Cela demande le thermoflash, cela demande que nous puissions avoir des registres ou des fiches, ainsi de suite. On se prépare par rapport à ça. Le défi qu'il faudra relever ici, on éduque aussi les gens comment faire le dépistage, comment manipuler le thermoflash, comment est-ce qu'on peut arriver. Et cela est arrivé parce que même le personnel de santé est protégé. Quand vous bloquez les gens à l'entrée et les orientez, ceux-là qui sont à risque, vers une autre ligne, on sait déjà qu'ici, c'est un cas d'alerte et nous allons nous en occuper de cette façon, de cette façon. Ça expose moins le personnel qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Je n'insiste pas beaucoup sur les équipements de protection, mais j'insiste d'abord sur tous les moyens qui ont été mis autour avant d'arriver aux équipements de protection individuels. Et on continue à ce moment-là. Le dépistage nous aide, on va former les gens, on va les entraîner. Et en ce moment-là, la gestion qualité, comme d'habitude, on va contrôler. Aussi, on passe régulièrement à ce que le thermoflash fonctionne. Est-ce qu'il donne de bonnes températures? Est-ce que ceci est... Est-ce que les gens même remplissent ce registre que nous avons posé? La fiche, est-ce qu'elle est remplie? À ce moment-là, on peut se dire que le travail de qualité est fait à ce niveau-là. On sait qu'on va arriver à bonne satisfaction. Et puis, on va restructurer. Je vous ai dit par rapport au transfert des tâches. C'est important. Vous voyez, je suis en train de combiner. Tous les points auxquels nous intervenons par rapport à COVID-19, dans la chaîne épidémiologique, dans la chaîne des activités plutôt de santé publique, j'allais dire, dans la chaîne des activités de santé publique, tout ce que nous menons comme action de santé publique pour pouvoir nous protéger et protéger le personnel. Et voilà, nous allons signer des contrats, nous allons mettre des politiques, donner les SOP et nous allons donner les guidelines pour que les gens puissent savoir et nous aurons amélioré la PCI.
Parce que quand nous avons amélioré la PCI en général, le personnel de santé va être aussi protégé. On continue pour dire en ce moment, regardez l'exemple, les visites des forçats régulièrement, nous regardons sur terrain et regardez ce qui se présente par rapport à la gestion des déchets. Nous voulons améliorer, on a des évidences, on peut venir pour donner et orienter les gens par rapport à cette image que vous avez. Puis nous nous retrouvons dans les évaluations hebdomadaires, les supervisions quotidiennes et qui sont plus fréquentes. Ça va nous permettre de pouvoir améliorer et essayer de remettre les gens à l'ordre pour que les gens puissent avoir une conscience claire et éclairée sur ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur le terrain maintenant. Et en ce moment-là, quels sont les outils? J'entre maintenant chez le personnel qui est positif. Par rapport au personnel qui est positif. Alors, nous avons des outils qui vont pouvoir évaluer d'abord. Ici, la stratégie nationale de protection des individus par rapport à la santé. Et cette stratégie, cette politique existe dans tel ou tel autre pays. Actuellement, l'OMS, l'Africa CDC, ensemble avec ICANN, sont en train de promouvoir cela. Et cela est très important que nous puissions avoir des outils qui nous permettent de faire ça. Alors, on va pouvoir analyser d'abord du point de vue situationnel comment est-ce que le personnel de santé est protégé. Et cet outil qui va pouvoir évaluer va pouvoir nous conduire à ce que nous puissions savoir que cette politique nationale est-elle bonne ou mauvaise pour protéger les individus. Et qui devrait utiliser cet outil? On nous dit que le comité national PCI peut être composé des gens du ministère de la Santé, des représentants des parties prenantes, des partenaires, ainsi de suite. Et comment l'utiliser? Ici, il faut former les gens. Et l'objectif est d'atteindre plutôt des résultats qui sont consensuels. Voici l'outil en question. Au début, nous venons pour vérifier. Est-ce qu'ici, il y a un point focal PCI? Parce que nous avons besoin de gens qui rappellent, nous avons besoin qu'ils sont comme des représentants de tout cela. Ah, s'il n'y en a pas un, nous allons pouvoir en désigner un et descendre au niveau de la case qui est en bas. Il va faire une évaluation initiale du centre de santé. Et en bas, l'outil, malheureusement, ici, ça semble être trop petit. Je disais que vous avez, est-ce qu'il y a un programme contre les maladies infectieuses au niveau de la formation? Est-ce que nous avons un programme au niveau de la province, au niveau du district? Est-ce que le triage est disponible? Nous allons identifier aussi, est-ce que nous avons une zone aussi qui est dédiée à pouvoir isoler? Est-ce que nous avons la station d'hygiène des mains ou les stations d'hygiène des mains qui sont tout à fait disponibles? Combien de gens ont été éduqués? Est-ce que nous avons les équipements de protection individuels? Est-ce que les déchets sont bien triés? Parce que quelqu'un peut aussi se contaminer dans la manipulation des déchets. Cela est très important. Dans la gestion des déchets, la ségrégation est-elle bonne? Est-ce que nous avons une alerte intra-hospitalière? Quelqu'un est déjà hospitalisé, inconnu, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a, par exemple, cela qui est mis en place? Est-ce qu'il y a les procédures de stérilisation qui sont en place? Est-ce que le bionettoyage de l'environnement est là? Est-ce que, ici, quand le personnel a été exposé au SARS-CoV-2, est-ce que nous avons des techniques pour pouvoir, ou un plan qu'il doit suivre pour qu'il puisse être pris en charge? Est-ce que l'approvisionnement de l'établissement en eau est là? Est-ce que l'hygiène et la propriété de l'établissement sont en place? Quand on a évalué tout ceci, on a trouvé qu'il y a des insuffisances, on va évaluer, on va mettre un plan opérationnel, un plan d'amélioration de la qualité. Et ce plan est mis en œuvre, il va être réévalué, on va faire le cycle et va être mis à jour régulièrement. Je dis par rapport au personnel de santé, on a évalué tout ça pour savoir, parce que tout ceci améliore le cadre général de la PCI et a de l'impact aussi sur l'individu qui est le personnel de santé. Alors, nous avons ici donc cet outil 2 qui va pouvoir maintenant, qui va pouvoir nous permettre de pouvoir évaluer le risque auquel le personnel a été exposé. Il est positif, on va voir le positif plus tard, mais il a été exposé à quel risque? Chaque fois qu'il existe un risque d'exposition d'un agent de santé à l'infection SARS-CoV-2, nous devons pouvoir faire cette évaluation. Qui va l'utiliser? Le gestionnaire de santé ou des personnels qui sont spécialement formés autour de ça. Je rappelle ici, c'est l'exemple qui se fait lorsque nous prenons la prophylaxie post-expositionnelle dans VIH-Sida. C'est ce que nous faisons et c'est presque la même réplique que nous avons ici. Et comment l'utiliser? Nous formons les gens. Et très rapidement, voyons ce qui se présente. Le personnel qui est au-devant de nous. Ce personnel, est-ce que... Pardon, je m'excuse. Je m'excuse. OK, c'est par là. Donc, je disais qu'on va évaluer le risque de cette personne. Est-elle exposée? Le personnel a été exposé, oui ou non?
Et cette exposition va pouvoir se lire de cette façon-ci. Avait-il pris des mesures de protection? Il a porté les PPI, il a gardé la distanciation par rapport au patient qui est venu ou par rapport à l'autre collègue qui avait été exposé ou qui est, donc, se trouve dans cette situation-là, hein, où il lui présente les dangers. Si oui, on sait que le risque est faible et la personne sera prise en charge de la même façon, on va commencer à l'observer et la personne va continuer elle-même à porter le masque, à faire l'hygiène de main, à prendre toutes les mesures normales. Si cette personne n'avait pas pris les mesures nécessaires, nous sommes dans le personnel de santé. Ceci est très important que nous puissions essayer de pouvoir ramener cette personne ici. On va l'éduquer, on va lui demander de pouvoir continuer et en fonction de ce que nous avons comme résultat, elle sera observée si elle va manifester des signes, oui ou non. Et en cas de manifestation des signes, la personne va arrêter de travailler pendant un temps de façon à ce que et aussi le test va être fait chez cette personne ici et quand il nous revient positif, on va continuer à le prendre en charge et puis peut reprendre le travail plus tard. Et ici, je souligne que cette personne doit être prise en charge et socialement et psychologiquement parce que ça donne des effets. La personne peut ne pas être sincère et ne pas vous exposer ce qu'elle a connu comme problème. La prise en charge sociale est très importante. Voici quand maintenant une personne est positive, agent positif, c'est avéré la personne est positive. Nous devons approfondir notre enquête. Nous poursuivons pour connaître dans quelles circonstances cette personne. Ici, déjà, les théories, vous les connaissez. Chaque fois qu'un agent de santé est positif et qui devrait utiliser un gestionnaire de santé, une personne qui a été formée et une personne qui a une expertise approfondie. Et vous ajoutez aussi les aspects cliniques, épidémiologiques et biologiques là-dedans. Alors, voici ce qui va se passer. Vous menez cette enquête. Enquête auprès de cette personne-là. Déterminer les circonstances où l'événement lui sont arrivés. Si la personne avait pris les mesures de prévention, elle sera aussi à bas risque, mais elle sera toujours suivie. Mais la personne est déjà positive, hein? Mais elle s'est exposée de nous de l'autre, mais nous ne savons pas. Ça peut être dehors, mais ça peut être à l'intérieur. Pour approfondir cette enquête, faire la différence entre l'exposition et la contamination dans la communauté et l'exposition et contamination au milieu de la fossa, ça devient très difficile. Mais néanmoins, cette personne va être retirée. La personne va suivre les soins que nous connaissons, cette prise en charge, mais j'ajoute la prise en charge psychologique et sociale est très importante pour le garder attaché aussi à son service et soulager sa psychologie. Et par rapport à la communauté chez lui à la maison, il faudra continuer à travailler avec lui. Alors, il faut créer cette culture. C'est là que nous arrivons à la fin. Quand vous regardez, les choses changent dans les formations sanitaires parce qu'une culture s'est installée. Assurez-vous que toutes les politiques sont en place, avec les incitatifs qui peuvent être là, inciter aussi les gestionnaires à pouvoir se mettre en mouvement et ça devient une seconde nature. Et impliquer vos collègues pour pouvoir les encadrer. Vous informerez toujours les employés nouveaux qui viennent des mesures qui doivent être là, ils doivent être entraînés. L'induction qui s'est faite de ces personnes, l'initiation qui s'est faite quand ils entrent dans le service doit contenir aussi les aspects PCI. Il faut surveiller, évaluer et réduire les infections donc, qui sont associées aux soins, parmi lesquels se retrouve aussi COVID-19. Et se préparer aussi aux urgences pour pouvoir intervenir. Et enfin, il faudra investir de l'argent dans tout ça. C'est très important. Et en ce moment-là aussi, le bon comportement que nous avons va pouvoir aider les autres à pouvoir changer. Voilà un tout petit peu donné les éléments que nous avons préparés en ce jour ici par rapport donc à cet aspect particulier. Je crois que dans les questions et réponses, le jeu questions-réponses, j'essaierai ou nous essaierons ensemble avec les panélistes de répondre à ce qui se fait effectivement quand un patient, quand le personnel est positif, comment avons-nous réduit? Mais rappelons-nous aussi que la résurgence arriverait. La résurgence de l'infection peut arriver dans la communauté. Nous, personnels de santé, comment sommes-nous préparés par rapport à ça? Je mets cela comme aussi point de discussion parce que ce que nous avons manqué de pouvoir appliquer à la première vague, nous devons à cette période ici travailler intensément pour qu'il n'y ait pas relâchement afin qu'on perpétue cela au niveau des formations sanitaires et dans les communautés par rapport à la communication des risques et l'engagement communautaire afin que nous puissions éviter la deuxième vague, sinon que nous puissions la maîtriser lorsqu'elle va pouvoir arriver. Je vous remercie donc et remets la parole donc au modérateur. Merci, Dr. Valérie, pour cette brillante présentation. Nous allons garder nos questions jusqu'à la fin. Nous invitons maintenant Mme Karine Joël Alemoka pour sa présentation. Madame, vous aurez 15 minutes maximum et puis nous aurons une séance de questions-réponses pour les dernières 30 minutes. Bienvenue, Madame Karine.
Merci. Vous me recevez maintenant? Très bien. D'accord. Je vais partager mon écran d'abord. Est-ce qu'on partage la présentation, docteur Nafissa? Oui. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, voilà, c'est bon. D'accord. OK. Donc, je vais vous présenter la situation épidémiologique de ce jour, le 30 octobre 2020. On peut passer au slide sur la situation mondiale. OK. Oui, c'est fait. Donc, cette diapositive montre la situation épidémiologique dans le monde. Et sur la carte de gauche, vous pouvez voir la répartition des cas COVID par pays dans le monde. Plus la couleur est foncée, plus le pays est touché. Donc, la couleur la plus sombre, ce sont des pays qui ont signalé plus de 300 000 cas depuis le début de la pandémie en janvier. On peut constater que l'Europe détient le plus grand nombre de cas, mais aussi on a les États-Unis qui ont la même couleur, et puis le Brésil et l'Océanie. Donc, voilà. Et sur le panneau de droite, on a une courbe épidémiologique montrant les tendances des cas COVID-19 signalés quotidiennement par les 6 régions géographiques de l'OMS. Si vous voyez sur cette courbe, la partie rouge, c'est la courbe de l'Afrique, en fait. Et vous verrez que l'Afrique est le continent le moins touché par cette épidémie jusqu'à présent. Slide suivant. Donc, ce qui nous amène à nous concentrer sur la situation épidémiologique en Afrique. La courbe nous montre des nouveaux cas COVID signalés quotidiennement en Afrique. Et si vous voyez bien cette courbe rouge-là, en fait, ça représente la moyenne mobile de 7 jours. Donc, si on analyse ces courbes, on a plus de 1,7 million de cas en Afrique, plus de 42 000 décès, avec un total de létalité de 2,4% et 1,4 million de personnes guéries, ce qui porte le taux de guérison à 82%. Suivant. Donc, le tableau illustre la situation par région en Afrique. Et en 24 heures, l'Afrique a enregistré 9 300 nouveaux cas avec 153 décès et 5 901 guéris. La sous-région qui a enregistré le plus grand nombre de cas, c'est la sous-région du Nord, avec 4 313 nouveaux cas, 71 décès et 2 545 guéris. La région qui a signalé le moins de cas, c'est la région Afrique centrale, avec 4 nouveaux cas seulement, 1 décès et 2 guéris. Le total cumulé des cas à ce jour est de 1 759 794 cas pour 42 336 décès et 1 438 841 guéris. Slide suivant. Alors, ça nous amène à cette carte rapportée par les États membres. Sur cette carte, nous pouvons observer que 23 pays signalent moins de 5 000 cas, 10 pays sont entre 5 000 et 10 000 cas, 14 pays sont entre 10 000 et 50 000 cas, et 7 pays sont entre 50 000 et 500 000 cas. Et on note que l'Afrique du Sud est le seul pays qui a signalé plus de 500 000 cas à ce jour. Slide suivant.
Le cumul de l'incidence des cas COVID par État membre, nous avons 5 pays qui ont 10 cas pour 100 000 habitants, 29 pays, dont la plupart des pays africains, qui ont entre 10 et 100 cas pour 100 000 habitants, 15 pays qui ont entre 101 et 500 cas pour 100 000 habitants et 5 pays qui ont plus de 500 cas pour 100 000 habitants. Et ces 5 pays sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Cap-Vert, Djibouti, le Maroc et la Libye. Et nous pouvons aussi observer sur cette carte que la Tanzanie, nous n'avons pas de données pour la Tanzanie. Slide suivant. Alors, Africa CDC a mis sur pied l'initiative PACT. Nous n'allons pas nous attarder dessus aujourd'hui, juste pour dire que c'est cette initiative qui a permis d'accélérer le nombre de tests de COVID réalisés en Afrique. Et quand on se concentre sur ce nombre de tests, on se rend compte qu'il y a eu 18 millions de tests réalisés. Vous voyez la courbe grise, c'est le nombre total de tests réalisés. Et les autres courbes, ce sont des tests réalisés par région. Et on se rend compte que la région Afrique centrale a le ratio de tests le plus bas, ce qui pourrait influencer le nombre de cas signalés, qui pourrait ne pas être, qui n'est peut-être pas la réelle diminution des cas, mais plutôt les tests les moins efficaces. Voilà. Donc, on a un taux de positivité de 9,6%, ce qui nous donne un ratio de 10,4 tests par cas signalé. Voilà la situation épidémiologique à ce jour. Et pour ceux qui veulent entrer en possession de cette présentation, vous êtes priés de laisser votre adresse email en commentaire. Merci. Merci, Madame Karine, pour cette présentation, la mise à jour épidémiologique. Alors, je vais me prêter à cet exercice de résumé tout ce que le docteur Valérie a dit. Vous en doutez, ce n'est pas facile. Après qu'il ait brillamment présenté toutes ces mesures, ces stratégies, on va se prêter à l'exercice de résumé afin que les participants aient 4 ou 5 points à retenir et à amener avec eux de manière assez claire. Voilà. Donc, les sujets d'aujourd'hui concernaient en fait les différentes stratégies PCI pour voir comment éviter les cas d'infection COVID-19 parmi les personnels soignants. Alors, le docteur Valérie a exprimé ou il a expliqué longuement la stratégie multimodale. Ça, c'est le premier point, la stratégie multimodale qui va en fait ici renfermer 5 stratégies clés. C'est donc ici, par exemple, le changement de système. Par changement de système, comprenez qu'il faut augmenter, par exemple, ici, les ressources matérielles et humaines. Il faut, par exemple, ici, améliorer l'infrastructure, donc l'équipement. Vous avez aussi la formation et l'éducation. Il a vraiment martelé l'importance de la formation et de l'éducation. Donc, qui doit entraîner qui doit être, donc qui doit former qui et qui doit être formé, quels sont les matériels utilisés pour la formation, comment est-ce que vous allez former les gens, est-ce que c'est en présentiel, est-ce que c'est sur des plateformes virtuelles comme maintenant. Vous avez aussi l'étape importante de l'évaluation et de la restitution des résultats. Ceux qui font leurs travaux en anglais, ils vont parler de monitoring and evaluation. Et nous, les francophones, nous parlons de suivi et évaluation. Alors, pour cela, en termes de PCI, il y a des outils adaptés pour chaque rubrique de PCI que vous voulez évaluer. Hein, c'est par exemple ici, vous avez des outils avec des indicateurs précis que vous allez mesurer pour voir la performance, la compliance, l'adhérence par rapport aux mesures implémentées. Okay? Alors, les résultats de cette évaluation
vous devez communiquer ça avec les personnels concernés, l'institution concernée, pour qu'ils savent ou qu'ils sachent améliorer leur performance. Okay? Voir là où ils n'ont pas bien fait pour qu'ils améliorent et voir là où ils ont bien fait pour qu'ils soient félicités. En fait, ça a un impact capital sur la suite. Et vous avez ce qu'on appelle des rappels, des incitatifs. Ce sont tous ces prospectus, ces affiches qu'on met sur donc le mur, par exemple pour l'hygiène de main, au niveau du lavabo, là on se lave les mains. Vous avez des rappels et techniques de l'hygiène de main, la durée, les mouvements rotationnels, comment ça se passe. Mais vous avez aussi la culture institutionnelle de la sécurité. Donc ici, vous devez avoir le soutien inconditionnel des autorités de votre institution. La direction doit soutenir l'implémentation ou l'exécution de l'intervention. Par exemple, l'hygiène de main. Vous devez avoir le soutien dans votre institution pour que les gens comprennent que ça vienne en fait de l'autorité même de l'institution. Mais au-delà de votre institution, à tous les niveaux du système de santé, vous devez avoir, par exemple, une politique nationale. Donc, au niveau macro, vous devez avoir une bonne gouvernance par rapport à cette hygiène de main. Au niveau méso, donc vos institutions de santé, vos hôpitaux, les personnels soignants doivent avoir une idée sur l'hygiène de main et y adhérer. Et au niveau plus bas, le micro, vous avez les patients eux-mêmes, les visiteurs, mais encore aussi le personnel soignant. Donc, ces rubriques ou ce paquet des 5 éléments que je viens de décrire sont inclus dans ce qu'on appelle la stratégie multimodale, d'où le mot multimodal. Vous avez plusieurs éléments ensemble qui doivent être mis en exécution pour en fait implémenter une stratégie efficace et en termes de PCI. Donc ça, c'est la méthode moderne d'exécution ou d'implémentation de tout ce qui est PCI, donc prévention et contrôle des infections. Alors, en second lieu, je dois dire ici en deuxième lieu, parce qu'il y a une troisième stratégie. En deuxième lieu, il a parlé de la hiérarchie des contrôles. Je crois qu'on a discuté l'autre fois, lorsque le docteur Katoto a présenté, j'avais fait encore un petit résumé et j'ai étayé ces éléments, je les ai mis en évidence. Donc, la hiérarchie des contrôles, et je dois commencer par la fin pour que ceci soit plus clair. L'usage d'équipements de protection individuelle est au bas de la pyramide. Et ça, c'est le même terme que le docteur Valérie l'a dit. Hein, on doit considérer d'autres mesures avant l'usage de l'équipement de protection individuelle. Et donc, il n'y a pas qu'une seule méthode, mais il y a un ensemble de méthodes qui doivent donner ici, finalement, une résultante efficace. D'accord? Donc, dans cette hiérarchie des contrôles, vous avez les contrôles administratifs. Vous avez aussi, par exemple, ici, les contrôles d'ingénierie, les contrôles environnementaux aussi, et l'usage des équipements de protection individuelle au bas de la page. D'accord? Voilà. Alors, en troisième lieu, et le tout dernier, c'est lorsqu'il s'agit finalement, de manière pratique, des cas d'infection chez le personnel soignant. Il y a des outils. Et par exemple, à l'OMS, il y a les 3 outils essentiels qu'on doit utiliser. Le tout premier, on doit évaluer l'existence d'une politique nationale de protection des agents de santé. Et le docteur Valérie a discuté un bel organigramme qui renfermait les éléments clés de ce premier outil qui évalue finalement l'existence d'une politique nationale de protection des agents de santé. Le deuxième outil, et donc je dois tirer votre attention entre le deuxième et le troisième outil, quelle est la différence finalement? Il y a un groupe où on parle du risque d'exposition par le personnel soignant, et de l'autre côté, on parle finalement des cas confirmés positifs chez les personnels soignants. Il y a 2 outils et ils sont différents et la population concernée est aussi différente. En cas d'évaluation du risque d'exposition, il y a un outil qui va vous permettre finalement de voir si le risque d'exposition est élevé ou alors il est bas. Et dans les 2 cas, il y a une procédure à suivre. Lorsque le risque est élevé, il y a 3-4 choses à faire. Par exemple, vous abandonnez vos activités cliniques, vous
vous allez faire un test COVID, donc voir si vous avez été infecté par le SARS-CoV-2. Vous devez faire un monitorage de vos signes cliniques, dans les hauts signes et symptômes, et rester en contact avec un personnel soignant, OK, pour voir quand est-ce qu'il faut prendre l'action. Et de l'autre côté, vous avez finalement un cas confirmé. Celui qui est confirmé, il y a un autre outil. Là, maintenant, c'est l'investigation des cas. On doit pouvoir analyser les facteurs des risques qui vous ont conduit finalement à l'infection et utiliser ces données pour améliorer la politique de l'institution et prévenir qu'il n'y ait pas finalement d'autres cas par après. Voilà. Donc, j'espère que j'ai présenté quelques éléments qui vont vous donner le message clé par rapport à cette présentation d'aujourd'hui. J'ouvre donc ce panel aux questions et discussions. Docteur Nafissa, à vous. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Super, merci. Vraiment, merci à nos panélistes. Merci au docteur Kazadi pour vraiment une très belle explication, un très bon exposé sur la mise en œuvre axée sur les résultats vraiment dans la gestion des patients au quotidien en cette période de Covid. Et très bien résumé encore par le docteur Boulaboula. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'ai l'impression qu'on a vraiment écouté cette présentation 2 fois, une fois avec le docteur Kazadi et une fois avec le docteur Boulaboula. Très bien présenté. Merci encore. Et je voudrais vraiment mettre l'emphase encore une fois sur l'éducation parce que je pense que ce sont des choses que nous voyons tous les jours, même en dehors du monde de la médecine. Moi, je vais prendre un exemple personnel. Quand je pars au supermarché et qu'on prend ma température, par exemple, la personne ne regarde même pas la température qui est affichée sur le thermomètre. Ou quand on regarde la température, ça dit 33 degrés. Et bon, là, je devrais être morte, je pense. Et là, ça me ramène sur un peu la question de Clotilde, que je dois vraiment remercier parce qu'elle est très active dans tous nos webinaires, vraiment beaucoup de questions. Et Clotilde qui nous demande est-ce que l'éducation qui se fait pour le personnel, est-ce que ça se fait de façon virtuelle ou en personne? Et là, j'imagine qu'il y a bien sûr des situations où il y a des choses, par exemple, utiliser le thermomètre qui vont se faire. Et bien sûr, si on a besoin d'experts en la matière qui ne sont pas présents, on peut aussi envisager une formation virtuelle. Docteur Kazadi, à vous. Je vous remercie. J'espère que vous m'entendez. Absolument. Allez-y. Oui, j'aimerais tout de suite dire que le professeur Andy a donné cette réponse. Il dit que ce soit formation virtuelle, que ce soit une formation face à face, nous devons accompagner toujours toutes les formations de la pratique. C'est ainsi que vous voyez ce que nous faisons maintenant au niveau du pays où vous êtes. Les différents points focaux, les différents responsables et les répondants doivent absolument s'approprier ceci et montrer aux gens comment faire. Je reviens sur le thermoflash ou le thermomètre à infrarouge, que ce thermomètre a une manière de l'utiliser, une manière de le conserver. Et lisant ce qui est dans la notice, malheureusement, vous allez voir des thermomètres qui nous viennent avec des notices qui sont tout à fait incomplètes et qui ne montrent pas un certain nombre de procédures qu'il faille faire. Donc, je réponds d'abord, premièrement, pour dire que ce soit formation virtuelle, que ce soit formation face à face, nous n'allons pas seulement montrer les slides comme nous le faisons, nous sommes obligés de pouvoir aller à la pratique. Donc, d'ici, de ce que Africa CDC, et c'est son principe, de ce que ICANN fait ici, le conseil a toujours été de pouvoir rallier ça à la pratique. Et d'où l'organisation de la PCI en général au niveau de chaque pays est très importante. Et là, nous faisons une évaluation d'abord globale de la PCI au niveau du pays en utilisant le grand outil que nous avons, le HIP4.2 là, qui nous permet d'aller évaluer le programme général de PCI. Quand nous l'avons évalué, que nous avons trouvé des insuffisances, nous devons essayer d'aller pallier. Mais ça peut prendre éventuellement du temps parce qu'il faut des gens qui soient appropriés ou outillés à ce genre de choses. Mais dès le départ maintenant, si vous avez le besoin, localisez vous-même par rapport au pays où vous êtes, qu'on sache s'il y a des interventions et des personnes qui ont été formées,
En ce moment, les personnes vont venir pour pouvoir vous faire les pratiques. Je ne souligne que par rapport au thermoflash dont vous avez parlé. Par exemple, quand vous le laissez au soir, du soir au lendemain, et que vous ne l'utilisez pas, il faut enlever les piles. Vous allez les remettre plus tard, le matin, avant de pouvoir l'utiliser. La distance qu'il y a par rapport au bout du thermoflash avec le corps de l'individu, vous pouvez avoir 3 à 5 cm, 2 à 8 cm. Cela varie en fonction du type de thermoflash que vous avez. Et il y en a d'autres que vous allez utiliser plus facilement au niveau de l'oreille parce que c'est indiqué comme cela, d'autres au niveau de la tempe, d'autres au niveau du front. Donc, toutes ces choses sont des choses à apprendre aux uns et aux autres. Donc, je crois avoir répondu un tout petit peu pour dire que formation virtuelle et formation face à face, la pratique est importante. La PCI n'est pas théorique. Vous avez les bases évidentes qui sont là, mais la PCI est pratique. Dans la définition, on donne ça. Merci beaucoup. Docteur Nafissa, est-ce que je peux dire un petit mot? Donc, je vais d'abord m'excuser parce que je n'ai pas introduit finalement les panélistes. Donc, je vais dire bienvenue au professeur Chedli, au docteur Danica Gomez, docteur Patrick Katoto. Bienvenue aussi à Madame Karine Joël et à toute l'équipe CDC. Donc, voilà, vous avez un panel fort de plusieurs experts. Donc, profitez de cette occasion pour poser vos questions. Merci. Merci, professeur Andy. Bienvenue. Bienvenue, professeur Chedli. Vous vouliez ajouter quelque chose ou... Bon, il y aura plein de questions. Pardon, docteur Nafissa, pardon. Oui, j'ai pensé que vous vouliez intervenir. Non, merci. Juste pour vous remercier pour l'introduction de professeur Andy. Merci. D'accord, merci. Alors, je vais passer à une autre question de Delors qui dit comment envisager l'implémentation de la stratégie PCI dans une formation sanitaire utilisant de méthodes invasives à visée diagnostique ou thérapeutique nécessaires en contexte COVID-19. Là, j'invite le docteur Kazadi ou quelqu'un du panel qui peut répondre à la question. Je m'excuse, quand on parle de comment utiliser, c'est la manière, par exemple, je donne une méthode invasive. Ça veut dire une intervention chirurgicale, c'est une méthode qui va pouvoir aller jusqu'au niveau des tissus à l'intérieur de la personne. Elle est déjà invasive. Mon problème, c'était que peut-être comment retraiter le matériel qui est utilisé par rapport à la PCI et comment le préparer avant son utilisation. Parce que chaque matériel, les chirurgiens savent comment ils utilisent leur matériel, mais moi, vous, comme PCI, qu'allez-vous faire? Donc, nous avons par rapport à la décontamination, aux procédures de décontamination, nous savons très bien que nous avons le matériel qui est critique, le matériel qui est semi-critique et le matériel qui est, enfin, comment je dis, critique, semi-critique et qui peut être aussi à un niveau, hein, donc, avec un risque plus élevé. Et je vais pouvoir donner ça, ça va nous permettre de pouvoir répondre ensemble. Parce que chaque matériel, en fonction de ce qu'il est, en fonction de la charge microbienne, en fonction de la nature du matériel que vous utilisez, les méthodes de retraitement de ce matériel est très important. Et c'est ainsi que vous avez la classification des Spalding. Je crois que c'est des choses qui ont déjà été données. Ça nous demande de pouvoir regarder chaque matériel et de savoir que pour les critiques, généralement, il faut aller à la stérilisation. Et tout de suite, nous le savons très bien. Une stérilisation ne peut pas se faire sans désinfection préalable et la désinfection doit pouvoir être précédée du nettoyage préalablement. Peut-être c'est de cela que nous pouvons parler. Et la manière de conserver le matériel aussi est très importante. Et chaque matériel qui vient, vous allez regarder selon le fabricant, il vous dira que ceci, il faut faire à telle température, dans tel cadre, dans tel cadre. Parce qu'il y en a d'autres que vous ne pouvez pas, ils peuvent être critiques que vous utilisez, mais vous allez faire avec des procédures invasives. Mais quand vous les mettez à la chaleur, ils vont pouvoir déformer les caoutchoucs qui sont autour, ainsi de suite. Donc, chaque matériel doit être traité, suivant le degré d'invasion que nous avons. Et voilà, donc les non critiques, par exemple, à utiliser sur la peau ici, une peau qui est intacte à l'extérieur, nous savons que c'est le nettoyage que vous pouvez faire, une simple désinfection, comme nous faisons pour le stéthoscope. Il est non critique, tandis que vous avez les semi-critiques qui vont pouvoir aller au niveau des muqueuses, par exemple la muqueuse buccale, où je vais pouvoir travailler, des muqueuses qui sont intactes.
Mais les critiques sont ceux-là qui vont pouvoir faire une invasion des tissus. Ceux-là doivent bénéficier d'une stérilisation. Et j'ai dû dire que la stérilisation doit être précédée des 2 autres. Voilà ce que je peux dire. Mais par rapport à leur utilisation, si c'est la question était par rapport à PCI, voilà ce que je peux répondre. Et les amis, les collègues peuvent ajouter. Merci. Docteur Nafissa, je peux dire quelque chose? Vas-y. Donc, dans ce même angle d'idée, je crois que maintenant, si vous avez une question d'implémentation en termes de PCI, il faut appliquer, n'est-ce pas, ce qu'on vient de discuter là. Donc, finalement, il faut une stratégie multimodale. Il faut voir s'il y a un changement de système. Par changement de système, est-ce qu'il y a l'infrastructure qui vous permet d'installer ou d'implémenter votre intervention? Est-ce que vous avez, par exemple, les ressources humaines et matérielles qui s'imposent? Il faut maintenant voir si les personnes qui vont travailler dans cet environnement où vous aviez équipé, ils ont été formés, ils ont l'éducation qu'il faut et qu'ils ont été bien formés. Donc, par bien formés, on dit qui vous a formé, comment il vous a formé, quels sont les matériels qui ont été utilisés, quelles sont les ressources, les références. Okay? Et puis, il faudra voir un système d'évaluation avec des outils bien appropriés pour voir si vous pouvez définir des indicateurs. Par exemple, est-ce que tous les opérateurs sont capables de faire l'hygiène de main correctement? Est-ce que les nettoyeurs nettoient correctement les appareils que vous utilisez? Quel est le matériel qu'ils utilisent pour nettoyer les appareils? La solution qu'ils utilisent, OK? Il faut aussi voir s'il y a des rappels, il y a des incitatifs. Vous montrer que, par exemple, comment on mélange la solution nettoyante, le désinfectant, qui va être utilisé pour les différentes surfaces des équipements ou des appareils que vous avez, et puis voir si vous avez obtenu ici une culture institutionnelle, donc votre direction vous accorde le soutien dont vous avez besoin pour faire appliquer, n'est-ce pas, toutes ces mesures que vous aviez mises en place, et voir si c'est là aussi, en dehors de votre institution, s'applique ailleurs. Donc, vous avez un soutien, par exemple, au niveau provincial ou au niveau national. Donc, vous devez toujours amener cette question d'implémentation au niveau de ces stratégies multimodales et voir les différentes étapes qu'on a discutées, voir comment vous pouvez les adapter. Voilà comment je peux, de manière pratique ou didactique, utiliser cette question et revenir sur les 5 éléments du paquet de la stratégie multimodale. Je ne sais pas si le prof Chebli ou le docteur Danica peuvent compléter quelque chose. Peut-être que je vais faire un commentaire et qu'ils peuvent ajouter dessus. Je veux juste clarifier peut-être pour nos participants, nos auditeurs, que ces outils, ce ne sont pas des outils forcément qu'on va réinventer. Ce sont des outils que j'imagine sont disponibles en ligne et qu'on peut réadapter en fonction de notre contexte. Est-ce que c'est bien ça? Des outils de planification, d'implémentation et d'évaluation. Tout à fait. Nous avons des organisations autoritaires dans ce domaine, donc l'OMS, CDC. Vous pouvez trouver des éléments, mais aussi toujours vérifier au niveau national dans chacun des pays ce qu'il y a comme document, mais des documents, des références. Il y a l'OMS et il y a CDC, que ce soit Atlanta ou CDC Africa. Merci. J'aimerais rajouter quelque chose, prof. Allez-y. Docteur Valérie? Quand les outils sont envoyés au niveau d'un pays, par exemple, leur adaptation doit avoir aussi le quitus de ceux-là qui peuvent permettre de pouvoir faciliter ce changement-là. Et il est préférable que ça vienne au niveau central du pays pour que, regardez si chaque province, vous avez 26 provinces, vous avez 9 provinces, 11 provinces, et chaque province, chaque district doit adapter l'outil, vous aurez que le traitement des données devient tout à fait difficile. Donc, le traitement des données, nous avons insisté sur les données qui vont permettre de faire le plaidoyer. Si vous avez adapté l'outil, vous l'avez transformé et que finalement les données ne peuvent pas être comparables avec les données venues d'ailleurs, c'est important qu'il y ait toujours une harmonisation. C'est que le niveau central serait mieux. Et quand il y a une adaptation, discutez-la d'abord avec les uns et les autres. Merci. Un petit avis, si vous permettez. Allez-y, docteur Katoto. Oui, docteur Valérie, c'était brillant l'exposé. Félicitations encore une fois. Je vais aller sur un petit détail de cette question. Et donc, je félicite vraiment Claudine, je pense, la personne qui a posé la question.
Pourquoi? Parce qu'évidemment, ces procédures invasives au niveau, sur le plan thérapeutique ou diagnostique, sont des procédures très dangereuses pour l'hôpital, le personnel, ainsi que le malade, évidemment. Le personnel, quand je vois personnel, je vois aussi leur famille. C'est là, évidemment, qu'on se contamine, surtout pour le avec le COVID-19. Et donc, les collègues ont vraiment martelé sur comment implémenter. Mais moi, je voulais dire deux choses. Première chose, c'est là qu'il faut mettre beaucoup d'énergie, évidemment. L'implémentation, c'est voir si on fait ce qui devrait être fait. S'il y a des procédures invasives dans l'hôpital, c'est là vraiment que le personnel de PCI devait mettre aussi son attention. Parce que c'est là que le personnel soignant va se faire infecter en masse, évidemment. Deuxième chose, en pratique, si tu vas distribuer, par exemple, le masque chirurgical pour la personne qui est en consultation aux urgences, pour la personne qui va aller faire une bronchoscopie, pour une personne qui va aller faire une intubation, il ne faudrait pas une masque chirurgicale tout simplement, il faudrait peut-être le N95. Et donc, voici quelques insinuations. Maintenant, quant à dire implémenter, il faut alors suivre le reste de la procédure. Voilà. Merci. Prof. Chedli, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ou Danica, Dr. Danica? Non, merci. Les collègues ont bien parlé, ont bien expliqué. Oui, merci, Dr. Nafisa. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Okay. Oui, j'aimerais bien juste ajouter un petit mot. Je pense que les collègues ont fait une très bonne explication par rapport aux questions, mais ce que je voulais ajouter, c'est juste souligner l'importance d'avoir un protocole en place en avance, c'est-à-dire comme Dr. Katoto vient de parler des différents types de procédures diagnostico-thérapeutiques. J'aimerais bien juste souligner l'importance d'avoir les protocoles en place en avance de la performance de toutes les procédures. C'est-à-dire que les hôpitaux et bien les établissements de santé peut avoir les policiers qui parlent spécifiquement des différents scénarios que les agents de santé peuvent rencontrer pendant leur soins des malades. Parce que c'est important parce que ça peut être difficile de bien réfléchir de toutes les stratégies de PCA qui sont nécessaires dans une situation d'urgence. C'est vraiment mieux de réfléchir et prendre l'occasion de considérer tous les risques et tous les facteurs des différents scénarios bien en avance qu'on se raconte les situations d'urgence. On vient face à face d'une situation d'urgence avec un patient. Nafisa? Oui. Est-ce que je peux faire un petit commentaire? Allez-y. Voilà, je devrais remercier Dr. Katoto et Dr. Danica pour leurs éléments. Finalement, ceci revient à ce qu'on a dit dans les différentes semaines. Donc, ici, il faut avoir un programme en place, un programme de PCI. Donc, ce programme va finalement inclure la présence des points focaux PCI, donc une personne qui a pour activité la prévention et le contrôle des infections, mais ajouter à cela des documents de guidance, donc les guidelines, les manuels d'opération standards, pour finalement aider à établir des protocoles et être capable de produire des rapports, des pratiques de PCI qui ont été exécutées, par exemple, chaque semaine, chaque mois. Et donc, ces protocoles-là, comme le docteur Danica l'a dit, va reprendre
les éléments techniques qu'il faut, mais aussi, dans certains cas, contextualiser par rapport à la disponibilité des ressources. Alors, pour marteler sur ce que le docteur Katoto a dit, ce que les gens peuvent retenir, donc avant de choisir un équipement de protection individuelle, il faut faire ce qu'on appelle l'évaluation du risque avant de commencer la procédure. Donc, les éléments de Dr Katoto et Dr Danica viennent finalement se mettre ensemble. Il y a un protocole, il y a des lignes directrices ou un guide directeur qui donne les principes, mais il y a aussi cette pratique d'évaluation du risque avant la procédure. Donc, si tu vas aller faire des procédures médicales qui vont générer des aérosols, quel est le risque de contamination par rapport à COVID-19 et quel est l'équipement de protection individuelle approprié. Si tu as un nettoyeur et tu vas aller vider les sacs, quel est les risques de contamination là-bas et par rapport à ces risques, quel est l'équipement de protection individuelle qui convient. Donc, le petit exercice est finalement capital. Avant de commencer toute procédure, il faut faire l'évaluation du risque et donc guider ou informer votre choix d'équipement de protection individuelle par les résultats de cette brève évaluation, mais critique. Merci. Merci, André. Merci. Et vraiment, vraiment, merci à tous. Pardon, docteur Katoto, vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, il a très bien... Non, c'est Prof. Chidli. Ah, Oui. Prof. Chidli, pardon. Allez-y, Prof. Chidli. On vous écoute. Non, peut-être le docteur Matou va... Docteur Matou, à vous, si vous êtes prêt. Non, non, allez-y, prof. Merci bien, merci bien. Bon, moi, il y a une question qui a été posée par un collègue, Sylvain Mokoto, je crois. Et quand je fais les liens avec ce qui a été dit par les collègues, je me mets à leur place. Bon, moi, ce que j'annonce, par exemple, à mes collègues, la semaine prochaine, je serai en Bandaka. Et franchement, le problème pour nous, comme l'a souligné Dr Valérie, peut-être, c'est qu'il faut qu'on ait au niveau national un programme de PCI clair. Et je m'excuse. Et ce programme, il sera la réflexion au niveau régional et du niveau régional au niveau de formation sanitaire. Mais malheureusement pour nous, les collègues IPC, généralement, l'attention et l'appui en matière de PCI c'est fait dans des situations d'urgence ou de catastrophe pour lesquelles il n'y a pas un terrain de pratique de la médecine quotidienne qui a pris en considération ces éléments-là. Et malheureusement, on se trouve avec des grands défis. L'exemple qu'a proposé le professeur Andy pour un soin invasif qui va générer des aérosols. On peut se trouver dans une situation avec des formations sanitaires qui n'ont pas le N95 ou le FFP2. Et ils n'ont que de simples masques. Et ils sont dans une situation, c'est-à-dire soit ils intubent le patient pour lever, soit ils reculent. Je crois que c'est de là la question, c'est vraiment qui devient un grand défi pour nous tous. C'est un grand défi pour nous tous, vraiment. C'est des ressources disponibles par rapport aux problèmes et par rapport à la réalité de la PCI du niveau national au niveau de formation sanitaire. Ça nous revient à nous, que ce soit les experts PCI ou les professionnels de santé, vraiment de trouver des solutions parfois en l'absence de protocole. Comme l'a dit notre collègue, il n'y a pas de protocole. Parfois, c'est une situation qui est un peu difficile et qui nous met dans des grands défis pour lesquels on est obligé de trouver des solutions adaptées aux ressources qui sont disponibles. C'est un peu ça ma réflexion. Merci à vous, Dr Nafisa. Absolument, merci. Dr Patrick, un dernier commentaire avant que je continue ou... Non, je pense que le prof a très bien fait la conclusion. Et je pense que le débat devait donc être à des niveaux, au niveau national et au niveau de tous les bailleurs pour disponibiliser aussi la finance, mais aussi des réflexions donc au niveau local, que l'équipe PCI avec finalement les techniciens devraient se rencontrer si par exemple ils ont besoin de tel ou tel autre outil et qu'ils n'ont pas. Ils peuvent toujours réfléchir ensemble et voir comment adapter dans les conditions qui sont les nôtres, du moins en Afrique, au niveau rural où
il y a encore beaucoup à faire. Donc, voilà. Absolument. Merci beaucoup. Et peut-être que je vais juste ajouter Docteur Nafissa? Oui? Est-ce que Docteur Sylvain, il est un ban Dakar? Docteur Sylvain qui a posé la question par rapport aux analyses, qu'on doit les prendre à l'IECA pour faire les analyses? Je ne sais pas. On va lui poser la question. Oui. Il me semble que oui. Ah oui. Alors c'est un futur collègue. On va collaborer ensemble. D'accord. Merci. OK. Merci, Dr. Chedli. Et merci, Dr. Andy, pour la précision. Et vraiment, je voudrais aussi ajouter que c'est vrai qu'on a énormément de guidelines, de lignes directrices, de rapports qui sont là pour nous aider, pour nous guider. Mais c'est vraiment à nous de les implémenter sur le terrain, parce que sinon, une ligne directrice, nous avons plein de guidelines sur quel type de PCI utiliser, par exemple, dans quelles circonstances. Et c'est vraiment à nous d'accéder à ces ressources et vraiment d'essayer de les implémenter dans notre contexte local. Et je vais peut-être prendre une question par rapport à la situation épidémiologique avant de prendre une dernière question sur la PCI. Alors, je vais prendre une question. Ah ben justement, je crois que c'est de Sylvain aussi. Alors, Sylvain qui nous dit... Ah, pardon. Prof Chedli, vous voulez répondre à cette question, hein? Alors, allez-y. Ah non, vous avez déjà répondu à la question, pardon. Je suis en train de voir le chat là. D'accord. Alors, non, peut-être que je vais prendre la question de Sylvain. Sylvain qui propose que la base de données PCI soit intégrée sur DHIS2 pour éviter la perte et qu'elle soit disponible en temps réel pour utilisation et la bonne prise des décisions. Est-ce qu'on a des commentaires dessus? Oui, oui. Finalement, ça, c'est une très bonne suggestion. Les différents pays où nous sommes, où moi je travaille, on a déjà cette proposition et les équipes sont en train d'y travailler. Donc, c'est quand même contextuel, hein. Il faut voir là où vous êtes si vos équipes peuvent aussi faire la même chose. Donc, vous avez le DHIS2 tool qui est disponible, mais vous pouvez y travailler pour ajouter certaines rubriques selon votre contexte, selon votre chaîne de communication des données, laboratoire, niveau district, niveau hôpital, niveau national, etc., pour avoir toutes ces données et donc permettre une analyse en temps réel de tout ce qu'on a. Donc, ce que je peux dire, c'est de voir au niveau de votre pays ou votre institution, votre région, ce qui peut être faisable. Parce qu'ailleurs, c'est déjà ça. Ils sont en train de rajouter des rubriques selon encore ici les ressources disponibles. Hein. Donc, le contexte de là où vous êtes joue un rôle très capital. Et merci au prof Chedli, expérimenter des terrains en Afrique et en Europe. Il a su placer le mot. Hein. Donc, il faut savoir intégrer tout ça lorsqu'on n'a pas les ressources nécessaires. Il faut adapter les evidence-based practices à quelque chose qui est dans notre contexte et qu'on peut implémenter directement. Merci, c'est mon dernier mot par rapport aux questions. Merci. Est-ce que nous avons d'autres commentaires par rapport à cette question? J'ai un petit commentaire, si vous permettez. Allez-y. Alors, ça rejoint un peu à la question de Clotilde qui demandait quel type, finalement, quand on veut aller vers la collecte digitale, quel type d'outils prendre, quels sont les challenges. L'idéal, c'est ce que Sylvain vient de proposer, c'est là qu'il faudrait aller. Mais peut-être ça prendra un peu de temps parce que c'est des décisions qui doivent être prises au niveau, n'est-ce pas, national, régional, district. Localement, on peut utiliser d'autres moyens. Il y a autant de tools actuellement. Moi, je suggère un peu l'ODK Collect, par exemple, les Open Data Kit. Il a comme avantage, c'est qu'on peut capturer les données même étant offline, donc sans connexion. Et quand une fois on se connecte, on peut finalement envoyer ces données quelque part. Cela a été utilisé dans la stratégie STOP avec la poliomyélite et ça a très bien marché pour surveiller les données. Et au Niger, on a fait une très bonne expérience
dernièrement en combinant cette supervision intégrée utilisant l'ODK Collect pour la surveillance de COVID. C'est un draft qui est en cours et je pense que c'est une très bonne expérience et qui a aidé aussi à former, à faire de surveillance PCI. Et donc, il y a autant de moyens et l'avantage encore de ODK comparé à d'autres qu'on a sur le marché, Kobo Collect, Redcap, MagPie, il y en a autant, TeamScope. L'avantage, c'est que non seulement te donne les real time, donc données en temps réel, mais il y a surtout cet aspect offline et ça ne prend pas que les iOS, ça prend aussi l'Android. Donc, facilement, on peut connecter ces données quand on est online une seule fois la journée ou une fois la semaine et ça va là où ça va aller. Et donc, comme tout le monde a maintenant un Android sur la main, je pense qu'on peut, on peut facilement implémenter ça en attendant qu'au niveau national, on trouve une politique. Est-ce que je peux placer rapidement un mot parce qu'il y a des questions épidémiques qui attendent pour être répondues. Je voulais juste dire ceci. Vous venez vous-même de vous rendre compte que l'Afrique, nous avons besoin de pouvoir mettre les énergies ensemble. Et que quelqu'un qui dirait qu'il n'y a pas d'emploi, oui, évidemment, vous pouvez en créer énormément. Tous les IT qu'il y a, le traitement des données, l'interprétation de ceci, ça entraîne énormément de bonnes choses qui font que il y a le consortium qu'il faudra mettre autour de beaucoup de choses. Et c'est notamment que, comme on l'a proposé, qu'il arrive une conférence des chefs d'État autour de la PCI seulement. Mais aussi, je rappelle tout de suite qu'il y a un programme qui pourrait venir, pas un programme, un projet, de pouvoir faire ici un observatoire africain par rapport aux infections associées aux soins et voir aussi les infections des professionnels de santé. Je crois que c'est un programme, c'est quelque chose qui pourra se réaliser, mais notre engagement est ici voulu. J'aimerais m'arrêter par là parce qu'il y a encore beaucoup de... Docteur Kazadi? Merci. Je dis que je préfère m'arrêter par ici. D'accord. J'espère qu'on pourra avoir une prolongation. Ce débat est très intéressant. Absolument. Bon, malheureusement, on est arrivé à la fin vraiment de notre session. Mais peut-être que 2-3 derniers commentaires de ma part. Je vais demander à nos panélistes, vous avez mentionné quelques outils très intéressants pour le Dr Kapeto. Si vous pouviez partager ça avec nous, Africa CDC, par mail, comme ça nous pouvons faire parvenir ces liens-là aux participants du webinaire, comme ça ils peuvent tranquillement, après la session d'aujourd'hui, aller justement vérifier ces outils pour voir comment les implémenter dans leur quotidien. Et sinon, un autre commentaire de ma part, on n'a pas pu prendre les questions épidémiologiques malheureusement, mais je vais juste faire un commentaire par rapport aux questions qu'on a souvent et qui reviennent souvent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas énormément de cas? Docteur Nafissa? Nafissa? Oui, je peux intervenir, c'est-à-dire à l'appareil? Oui, vas-y. Oui. En fait, juste, il y a une question qui a été posée, donc je vais revenir sur la question épidémiologique. Donc, il y a une personne qui a demandé la raison, donc les raisons de faible taux en Afrique centrale. En fait, les raisons, c'est une question qui vient souvent. Pourquoi est-ce que l'Afrique centrale montre le faible taux de tests? En fait, oui. Donc, le faible taux de test, bien sûr, le faible taux de cas peut être lié au faible taux de test, parce que la région, contrairement aux autres régions, l'Afrique centrale n'a pas connu beaucoup d'appui des partenaires en laboratoire. Donc, ici, les autres régions, région de l'Afrique de l'Est, région de l'Afrique du Sud, ils ont tiré parti des systèmes existants, notamment l'exploitation des machines GeneXpert pour la tuberculose, le VIH et d'autres programmes. Ici aussi, il y a un autre défi, donc le défi de la décentralisation des sites de tests, surtout en Afrique centrale. Donc, a contribué à ce faible taux de tests qui est fait
en Afrique centrale. Alors, pour ça, Afrique CDC a lancé l'initiative Pacte. Ma collègue Karine l'a mentionné. L'initiative Pacte, l'une des composantes, c'est de pouvoir déployer les agents de santé communautaire pour l'engagement communautaire et le suivi des contacts. Ici, nous espérons qu'avec cette initiative fonctionnelle, on pourra relever le défi pour essayer de voir que les cas, mais aussi les contacts sont suivis. Donc, avec le suivi des contacts, bien sûr, on va les tester. En Afrique centrale, cette initiative va être menée dans beaucoup de pays. Ici, au Cameroun, l'initiative est déjà lancée. Au Burundi, bientôt. Au Congo, DRC. Au Congo-Brazzaville aussi. Au Sao Tomé et Principe, bientôt. Donc, on espère qu'avec le lancement de cette initiative, donc, on va relever le défi de faible taux de COVID-19 en Afrique centrale. Mais également, il y a eu le lancement d'une plateforme d'achat d'Africa CDC. Donc, on est en train de mobiliser les pays à s'inscrire dans cette plateforme parce que l'un des défis, c'était de pouvoir accéder les intrants en laboratoire. Donc, on espère qu'avec cette plateforme d'achat, il y aura aussi une solution pour ce défi d'accès aux intrants de laboratoire. Donc, on espère avec toutes ces stratégies, solutions, on pourra relever le défi de faible niveau de tests en Afrique centrale. Merci. Merci, M. Tadé. Merci. Vous avez répondu justement à la question que j'allais poser et répondre en même temps et demander à Mme Karine de répondre. Mais merci pour ces précisions. C'est vrai qu'en Afrique, il y a certaines régions qui, comme vous l'avez dit, sont desservies par moins de tests disponibles, moins de tests de dépistage, mais nous travaillons tous justement pour essayer de rendre tout ça très équitable et de faire en sorte que justement l'Afrique centrale puisse faire le nombre de tests désirés. Et peut-être que juste un dernier commentaire de la part du panel, parce que là, je vais demander à Dr. Andy de clôturer la session, parce que là, nous avons quand même dépassé l'heure. Vous permettez? Allez-y, docteur. Prof Chedi, allez-y. Oui, je vous en prie. Juste le collègue, pourtant ça a été très bien expliqué, je crois, par Dr. Valérie par rapport au processing, le traitement de matériel de soins, de matériel médical. On a fait, avec l'Africa CDC, une présentation qui a vraiment été très bien été appréciée et a été révisée, qui donne beaucoup de détails sur la classification, sur le traitement, les moyens de traitement, les précautions, avec des recommandations spécifiques à l'Afrique. Je crois, le collègue, comment mettre à leur disposition nos anciennes présentations, Dr. Nafissa. Absolument. Donc, ça doit être possible. Nous avons les liens justement même pour les enregistrements des différentes sessions que nous avons eues et nous pouvons partager ça facilement avec les participants. Je vais aussi les inviter à consulter le site d'Africa CDC parce que nous avons souvent sur le site d'Africa CDC les ressources des webinaires passés et les liens sont partagés là-bas aussi. Oui, tout à fait. Merci. Dr. Andy, à vous. Merci, Dr. Nafissa. Merci à tous les panélistes et à tous les participants et participantes. Ça a été une session hyper intéressante. On ne va pas l'heure passer. Mais les questions restées en suspens, nous allons peut-être les exploiter plus tard dans d'autres webinaires, séances de webinaires. Et donc, je vous souhaite un bel après-midi chez vous. Merci et à la prochaine. Merci à tous. Au revoir. Donc, pour préciser encore une fois l'enregistrement, cet enregistrement sera aussi partagé. Et j'ai pris quelques questions que peut-être nos panélistes pourront répondre après et que nous allons partager dans les groupes de PCI sur Telegram. Merci à tous. Merci. Merci, Nafissa. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.